Allez. Du sel dans nos veines. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va partir au large. On va partir au large avec Jean-Christophe Petit qui va nous raconter la course à Whitbread à laquelle il a participé l'année dernière. Je pense qu'avant de raconter le récit de cette course incroyable, évidemment, on va parler de l'origine, de l'histoire, de ta passion pour la mer. Enfin, du moment, j'ai envie de savoir à quel moment tu t'es dit je vais dédier un an de ma vie, donc plus parce qu'il faut préparer, à aller faire le tour du monde. Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait avec l'accumulation de l'expérience. J'en étais à ma 4e transat en course, en double, en compétition. Donc j'étais très compétiteur. Sur Barcelone, j'avais fait beaucoup de voile aussi. Et puis je me disais, sur ma dernière transat, j'étais avec mon beau-frère d'ailleurs, avec qui je courais. Puis je me disais, qu'est-ce que je peux faire après ? Parce qu'on a toujours envie de faire autre chose. Transat, on est d'accord que c'est d'aller vers les Antilles depuis l'Europe. C'est Europe, Antilles, c'est des courses assez traditionnelles. On voit la course du Rhum. Il y a pas mal de courses comme ça. Et je me disais, si je devais avoir un regret, c'est de ne pas avoir vu les mers du Sud. Ouais. Pour les marins, les mers du Sud, l'océan Indien, c'est les îles Kerguelen, c'est le Cap Horn, c'est l'océan Astruc, c'est le Graal. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, pour la petite histoire, un an plus tard, un soir, à 9h du soir ou 10h du soir, je reçois un message, un WhatsApp. Qu'est-ce que tu fais à 10h du soir en plein hiver, je crois que c'était le Covid en plus, j'étais dans mon lit, je regarde le WhatsApp et mon beau-frère me dit « Putain, JC, regarde, il y a une course qui vient de se lancer, c'est pour toi. » Alors je regarde la course et je vois un programme qui est de faire la réédition de la Whitbread, à savoir une course en équipage légendaire, qui est, tous les marins connaissent cette course, Tabarly et tous les grands noms de la voile l'ont tenté, même s'il ne l'a jamais gagné. Et je regarde ce truc-là, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai regardé tous les sites web, le mec qui organise, qui est un furieux, qui est un Australien. Parce que c'est une course qui avait été arrêtée C'est une course qui, en fait, quand elle a été lancée, c'était la première course autour du monde en équipage, par les 3 caps du Sud. Donc Afrique du Sud, Australasie et puis Cap Horn. Et cette course-là, elle est très amateur, puis elle s'est professionnalisée, puis elle est devenue la Volvo Ocean Race, et maintenant elle s'appelle The Ocean Race. Donc elle existe encore 50 ans plus tard, sauf que maintenant, c'est des bateaux professionnels, des foils, du carbone, que des pros à bord et tout ça. Et là, l'idée de génie de cet Australien aventurier, c'est de dire, on va faire cette course, mais on l'a fait dans les mêmes conditions qu'en 1978. Donc les mêmes bateaux, pas d'électronique, aucune télécommunication, vous naviguez aux étoiles et vous vous démerdez. Ah ouais. Et donc, moi, j'ai vu ça. Énorme avantage, c'est qu'en termes de budget, on est dans un monde complètement différent de la course aujourd'hui. Réservé aux amateurs éclairés, c'est quand même un tour du monde, avec des endroits assez inhospitaliers. Donc, j'ai réfléchi, j'ai regardé ça toute la nuit, j'ai fait un peu les comptes. Et au petit matin, ma femme se réveille. Je lui dis, ah non, regarde, il y a un truc, qu'est-ce que t'en penses ? Et là, immédiatement, elle m'a dit, attends, la question ne se pose pas. Tu fonces. Tu fonces, mais je te demande juste un truc, c'est garde-moi un peu de place. Alors je dis, attends, c'est bon, c'est 8 mois. Il dit, non, je le connais, c'est pas 8 mois, c'est monter une expédition, c'est 3 ans de boulot. Et elle avait raison, parce que c'est même plus, c'est 4 ans une fois après l'arrivée. Et c'est globalement 4 ans à gérer ça, à essayer de voir comment je vais faire avec ma boîte, parce que je suis quand même entrepreneur tech ici à Barcelone. Et puis voilà. Et donc, en fait, en une nuit, tu prends une décision, et à partir de là, il faut tout organiser. Ouais. Et on est combien de temps avant le départ ? Là, on est 3 ans avant le départ, à peu près. Ok. Donc, première chose à organiser, de prendre la décision. Donc moi, la première, c'était de participer. Donc j'ai contacté des gens, je fais de la voile depuis pas mal de temps, donc je contacte des gens qui étaient en train de monter des projets. Puis je le sens pas trop, je n'étais pas dans le même esprit qu'eux. Et puis je découvre qu'à Barcelone, il y a des Catalans qui envisagent aussi de faire la course, mais eux, ils n'ont pas de bateau, et puis le projet est un peu clopin-clopin. Donc je vais les voir, et je leur dis, écoutez, plutôt que de faire un truc en concurrence, c'est exactement comme dans le business. Faisons un truc ensemble, et puis on unit nos forces et tout ça. Donc on se met d'accord. On devait avoir un bateau normalement prêté par la ville de Barcelone, et puis pouvoir public, machin, c'est trop compliqué. À un moment, ça m'arrive, je suis un peu comme ça, j'ai un peu pété les plombs. J'ai dit, écoutez, ça suffit maintenant, je prends le risque, j'achète le bateau, et puis à la fin de la course, on le revendra. Si le bateau est perdu, tant pis pour moi. Mais normalement, il ne devrait pas de raison qu'on perde le bateau. On revendra le bateau, c'est une immobilisation financière, parce que c'est des bateaux qui ont 50 ans.
Donc, il n'y a plus qu'à monter le projet comme ça. Et puis, ça s'est fait de fil en aiguille. Oui, parce que c'est des bateaux particuliers. Tu dis sans électronique, sans rien. Alors, c'est des bateaux... Ça se trouve facilement, ça? Moi, j'ai cherché un bateau pour la course, pour faire ça, un Swan 57. Donc, c'est des bateaux qui sont aujourd'hui considérés un peu comme les Rolls ou les Bentley de l'époque. C'est des bateaux qui ont été faits pour ça, pour faire cette course. Le 57, il a été fait pour faire la Whitbread. Il y en a peut-être, allez, on va dire 7 ou 8 sur la planète. J'en ai trouvé un à Rome, j'ai été le voir, j'ai été le trouver, j'ai été le négocier. Je l'ai ramené à Barcelone avec quelques équipiers. Et puis là, le gros chantier a commencé. Et là, c'est le gros chantier, c'est le gros bordel. Parce qu'en fait, tu sors un bateau qui, depuis 50 ans, navigue, certes, mais qui fait la Corse, la Sardaigne et les petites croisières sympas qui n'est pas prêt pour ce qu'il attend, quoi. Mais là, tu fais le tour du monde, tu as 12 personnes à bord qui vont risquer leur vie, et donc il faut tout refaire. Remettre à nu le bateau, tout préparer, envisager le pire dans toutes les situations. Ah oui, donc tu as dû retaper tout le bateau? Tout le bateau. Ok. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté, moi j'ai monté une association. Les équipiers étaient engagés à participer non seulement financièrement, mais en termes de temps. Donc, on avait énormément de manœuvres. On a dû mettre à peu près 3 ans de main-d'œuvre après sur le bateau pour le rééquiper, le renforcer, remplacer tous les passe-coques, donc tous les trous au fond du bateau. Bon, je te passe les détails. L'appareil de timonerie, donc de direction, démater, changer. Et c'est des gros bateaux. C'est un bateau qui pèse 30 tonnes. Ouais. Donc, le port de Barcelone te dit, non, il faut une grue spéciale, c'est un gros bazar. Tout ce que tu fais, c'est de l'artisanat et du sur-mesure. Et ça, le chantier était à Barcelone? Tu as réussi à trouver une place? Alors, on avait un accord au début avec la FNOB, Fondation Nautique Océanique de Barcelone, qui nous a accueillis sur sa plateforme. C'était avant la Coupe de l'América, donc il y avait encore là, sur la zone de Barcelone, sur la zone technique, il y avait de la place. Et puis surtout, comme moi je suis compétiteur et j'étais membre du Maritime, j'ai le Maritime qui nous a dit « Attends, c'est un projet de malade, on ne peut pas ne pas participer, donc viens chez nous et on t'offre l'amarre pendant 3 ans. Ah ouais, » Et une amarre sur un bateau comme ça, t'économises 60-70 000 balles sur 3 ans. Donc ça, c'est une énorme aide qu'ils nous ont donnée. Et puis après, on a utilisé un petit peu toutes les ressources possibles et imaginables. Donc 3 ans de chantier pour partir, in fine, donc pour monter l'équipage tu dis 12 personnes à bord, mais tout, il y aura de la rotation. Voilà. Ça, hein. Alors en fait, il y a 3 escales, donc 4 étapes. Ouais. Et nous, l'idée ou l'objectif initial, c'est de se dire, on peut pas avoir, on sera 12 à bord, donc 2 quarts de 6 qui travaillent à bord et 6 qui dorment. Toutes les 4 heures, ça change. Système de bannette chaude, couchette chaude. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas te coucher, tu sais que tu as droit à la couchette pour 4 heures. Et 4 heures après, on t'élimine. Ouais. On te sort parce que c'est l'autre qui occupe ta cachette qui va se reposer et toi, tu vas. Et ça, c'est 24 heures sur 24. Parce que tu as 6 couchettes pour 12 personnes. Voilà, il y a 6 couchettes pour 12 personnes. Donc la question, plus 2 couchettes de plus pour les malades et les accidentés qu'on a utilisés aussi. Et puis en fait, sur les étapes, on avait décidé qu'on aurait à peu près la moitié de l'équipage qui fait le tour du monde. C'est bien parce qu'ils connaissent le bateau, voilà, c'est une certaine sécurité. Mais c'est très long. Une étape, c'est 45 jours. 4 étapes, c'est 180 jours. Et tu arrives à la fin, tu es usé. Donc, toutes les étapes, on avait des gens qui venaient et qui changeaient, etc. Donc, au final, je crois qu'on était 28 équipiers en tout. D'accord. Une petite PME quand même à gérer. Ouais. Et donc, jour du départ à 12, c'est en mai 10 septembre. 10 septembre 2023. OK. Sachant qu'on est parti le 1er août de Barcelone, parce que Barcelone, le départ étant à Southampton, il faut quand même monter le bateau jusqu'à Southampton, avec des petits détails comme passer Gibraltar avec le problème des orques, qui est un vrai problème aujourd'hui, parce que dans le détroit de Gibraltar, il y a à peu près une quinzaine de bateaux qui sont coulés maintenant tous les ans, parce qu'ils sont attaqués ou ils ont des interactions, comme on dit, politiquement correctes avec les bateaux, donc il faut aussi passer Gibraltar. Et puis, les problèmes techniques, en remontant en Galice, on a eu un gros problème de moteur. On a été immobilisé 15 jours parce qu'il fallait réparer le moteur. Sur un bateau, il y a toujours un truc qui va pas. C'est ce qu'on dit. En fait, il faut être MacGyver. Tu es 24 heures sur 24 en train de réparer. Mais du coup, vous arrivez en septembre 2023 à Southampton. Et là, le départ. Il y a combien de bateaux qui font la course? Alors là, c'est hallucinant parce qu'on est arrivé à Southampton quand tu es de ma génération. Le Solent, c'est la Mecque de la voile. Et là, tu arrives et tu as... on était 22 inscrits. Donc, à ma petite surprise, ou ma grande surprise, on était 13. Parce que sur 22, il y en a 8, si je ne me trompe pas, qui n'ont pas réussi à arriver sur la ligne de départ, qui est un truc classique sur la course au large. Parce qu'il faut le budget, parce qu'il faut la technique. Il faut la technique, etc. Et sur toutes les courses au large, tu as toujours des gens qui sont inscrits, qui n'arrivent pas, qui ont dépensé de l'argent, mais qui n'arrivent pas à avancer.
Et donc là, je découvre mes concurrents. Et là, Marita Barley sur Pendwick. Donc là, la bouche bée. Neptune, la fille d'Erita Barley, qui est devenue une très bonne copine, parce que c'est une concurrente. Neptune, qui est un bateau qui a fait la Whitbread déjà il y a 50 ans, l'Esprit d'équipe. Et moi, je regarde ces bateaux-là. Maiden, qui est un bateau anglais. Et moi, je regarde ça en me disant, mais c'est un truc de malade. Quand j'avais 12 ans ou 13 ans, je regardais ça sur des cassettes VHS. Je suivais la course, je regardais la retransmission de la course. Et là, tu te pinces, tu te dis, mais c'est pas possible. T'es face au bateau, surtout que t'es face au même bateau. T'es face au même bateau et tu te dis, mais putain, je vais faire la même chose qu'eux, quoi. C'est un truc de malade. Incroyable. Et donc là, ça part. Et du coup, vous partez tous en même temps. Donc là, on part tous en même temps. Et puis, que le meilleur gagne. Alors, il y a un système sur les courses comme ça. Il y a toujours un système de compensation. Le plus gros bateau va toujours aller plus vite que le bateau plus petit. Donc, c'est normal. Mais il y a un système de handicap. Donc, on savait que Pendwick nous devait, je ne sais pas, on va dire une petite semaine à l'arrivée. Sachant qu'il était prévu qu'on fasse à peu près 40-45 jours de mer. Donc, nous, on a fait 45 jours. Pendwick a dû en faire 40 ou 39. Mais bon, ça, c'est un truc qui est normal. Et là, tu pars, et à ton côté gauche, tu as les falaises blanches de l'île de Wight, et tu dis... c'est parti. Ça y est, c'est parti. 45 jours, c'est long quand même. C'est hyper long. Ça, c'est et c'est 45 jours sans rien voir, tu es dans l'eau. Tu pars à... Je crois qu'on est parti à 5 heures de l'après-midi, donc la nuit, tu as encore quelques phares. Et puis 24 heures plus tard, ça y est, tu vois plus rien, tu vois plus la terre, tu vois plus une lumière, tu vois plus un bateau. Et en fait, ça va être comme ça jusqu'à Cape Town. Tu vois rien. Enfin, tu vois rien. Si, tu vois beaucoup. Tu vois l'eau, la mer. Tu vois la mer. Tu peux croiser éventuellement, surtout dans l'Atlantique Nord, tu croises quelques bateaux, quelques tankers, des choses comme ça. Tu parles à la radio, parce qu'on a des radios, des vieux systèmes de radio, où tu peux parler avec les concurrents un petit peu. Mais en fait, tu es parti pour 45 jours. Tu n'as donc pas d'électronique, pas de connexion, rien, quoi. Alors ça, c'est magique. C'est aussi le romantisme du truc. C'est que... alors, deux trucs. Pas de télécommunication, ça veut dire pas de téléphone à bord, pas de réseaux sociaux, pas d'images, pas de musique digitale. La seule musique autorisée, c'est sur des cassettes. Donc, on avait chargé des cassettes avec des... T'as trouvé des vieilles cassettes alors c'est marrant parce que j'ai même des images des gamins qu'on emmenait à bord, enfin des gamins les 25-30 ans, tu leur montres une cassette, ils savent pas ce que c'est. Tu vois, c'est un truc... Ils n'ont jamais rembobiné jamais, au ils crayon. savent pas ce que c'est que de récupérer la petite bande qui tourne et tout ça. Donc ça, c'est sympa. Beaucoup étaient vachement intéressés. On a un équipier, Tom, là, qui était un étudiant en architecture, qui nous disait « Mais attends, moi, je ne sais pas ce que c'est que la vie sans être sollicité 50 à 80 fois par jour avec mon téléphone. » Et là, le téléphone, il est dans un sac, il est déposé au départ et tu le reçois, tu le récupères 45 jours après. Tu n'as pas de notif, là. Tu es coupé de tout. Tu n'as aucune nouvelle du monde. Bon, ça, tu peux vivre avec. Tu n'as aucune météo. Parce que personne ne te donne la météo. Donc, la seule façon d'avoir ta météo, c'est toi de suivre avec ton baromètre à l'ancienne et puis à regarder les vagues, le vent. Tu n'as pas de GPS. Donc tu fais la navigation au soleil, aux étoiles. Donc, c'est... et à la carte papier, avec la règle, le crayon de papier, etc. Donc, c'est assez romantique. Alors, ça tombe bien parce que tu as quand même beaucoup de temps sur un bateau. Donc, ça prend quand même pas mal de temps à faire tout ça. Oui, parce que tu as les 6 qui naviguent pendant que les 6 se reposent, tu as un barreur et puis après tu as l'ensemble. Mais tu peux avoir, tu as du temps pour justement peaufiner l'itinéraire. Le temps, en fait c'est assez bizarre parce que d'abord, il faut comprendre que tu as 2 équipages de 6, effectivement. Donc tu vois quasiment pas l'autre équipage de 6. Parce que toi, tu es dans ton truc, et puis tu les croises à minuit, 4 h du matin, 8 h du matin, midi, 4 h de l'après-midi. Mais tu les croises, tu passes 10 minutes avec eux, et toi, en général, si jamais tu étais dehors, tu es crevé, tu vas te coucher. Tu sais que tu as 4 heures, mais en fait, entre le moment où tu descends, tu te déshabilles, tu vas faire tes petits besoins, tu te prépares, tu te mets dans ton lit, et ensuite, on va te réveiller pour que 4 heures plus tard, tu sois sur le pont. En fait, tu as 3 heures et demie de sommeil, grand maximum. Et donc, le sommeil fractionné à coup de 3 heures et demie, tu le prends la nuit, tu le prends le jour, tu le prends tout le temps. Donc, en fait, dès que tu peux, tu te reposes. Ce qui veut dire que le seul moment d'éveil, c'est les 12 heures où tu es effectivement de garde sur le bateau. Et là, tu as toujours quelqu'un à la barre. Tu as toujours au minimum 2 personnes avec lui à côté pour être là au cas où. Quand il y a des manœuvres, alors là, tu pleures ta mère parce que c'est des bateaux qui sont très lourds. Un génois, ça pèse 150 kilos. Donc, pour déplacer 150 kilos sur un bateau qui bouge et tout ça, donc tu es à 4 mecs, etc. Donc, les manœuvres, tu es quand même assez exténué. Et puis derrière, il faut faire à manger, il faut faire la navigation, etc. Donc, en fait, tu chômes pas trop. Par 24 heures, tu as peut-être une demi-heure pour toi.
où tu peux effectivement prendre des notes, réfléchir un petit peu, etc. Ah, donc t'es en flux tendu tout le temps. Ouais. Et les 45, c'est quoi le sentiment que tu as dans ces 45 premiers jours? Et tu as l'impression d'être en contrôle, tu n'es jamais en contrôle, Alors, t'accueilles comment en ce moment, justement? T'es toujours en contrôle. Parce que, et c'était un des équipiers qui disait ça, parce que tu as des crises régulièrement. Alors, tu as des crises humaines, tu as des crises techniques, tu as plusieurs types de crises. Mais, et donc, tu en parles à plusieurs, parce qu'au final, tu es à 12 sur un bateau, donc tu partages tes angoisses, etc. etc. Alors, moi, un peu moins, parce que je suis capitaine du bateau, donc tu es obligé. C'est un peu comme quand tu es patron d'une entreprise. Ouais. Quand tu as une crise, tu calmes un peu tout le monde. Attendez, c'est pas la fin du monde, même si toi, tu flippes. Mais c'est t'es obligé de... Et à l'inverse, quand tu as de l'ennui, il faut aller mettre un peu de piment, et un peu de sel et de poivre pour réanimer un peu tout ça. Mais au final, au bout du compte, c'est un des équipiers qui disait ça, on est des astronautes dans une capsule spatiale. C'est ça que tu es. Parce que tu es sur un tout petit bateau au milieu de l'océan, c'est minuscule, un bateau de 18 mètres. On doit avoir 10 mètres carrés habitables, quoi. Donc, à 12, tu vas partager à 12, donc c'est minuscule. Et puis surtout, tu es soumis aux éléments, il pleut, il fait chaud, il fait froid, tu casses quelque chose, etc. Tu n'as rien. Je veux dire, quand tu es dans le sud, si tu as un pet, il faut à peu près, si tu comptes que quelqu'un vienne te chercher, il faut 15 jours. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien dans l'Atlantique Sud ou dans le Pacifique Sud. Il n'y a rien qui passe. Tu es loin de tout, quoi. Tu es loin de tout. Donc, tu es toujours en contrôle parce que tu sais que où tu trouves une solution, où tu y passes. Il n'y a pas de solution. C'est toi qui apportes la solution. C'est binaire. C'est pas compliqué. Et en même temps, même si tu es tout le temps occupé, tu as énormément de temps contemplatif. Parce que quand tu es à la barre, certes, tu es en train de barrer. Mais bon, tu es là assez rapidement. C'est comme quand tu fais du vélo. Tu réfléchis pas. Si tu es en train de pédaler, comment tu tiens ton équipe, tu réfléchis plus. Et en fait, tu deviens hyper contemplatif. Et tu as énormément de temps contemplatif. Ce qui fait que tu reviens effectivement après assez chamboulé. Oui, parce que c'est vrai qu'en te forçant, l'avantage de cette course, c'est qu'en te forçant à pas être connecté, t'as pas d'autre choix que d'être dans l'instant où tu dois réparer des trucs et préparer, anticiper. Et c'est vrai que quand globalement tout s'équilibre, tu es directement dans la méditation, dans la contemplation face aux éléments. Et donc, 45 premiers jours, ça se passe comment, la première étape ? Alors, la première étape, c'est assez amusant au début. Tu es lâchement à la course, machin. Et puis, la première étape, tu connais tu connais tes équipiers parce que tu as navigué avec eux en entraînement. Mais là, tu es dans des configurations un peu différentes. Tu ne pars pas pour une semaine. Nous, on avait fait 15 jours d'entraînement ensemble. Tu vas parfois tous ensemble, mais encore jamais cette configuration-là. Puis là, tu te rends compte que ça va être quand même vachement long. Tu vois, t'arrives à Madère et tu dis, j'ai pas fait le quart, quoi. Et là, tu vois, si tu compares ça à une transatlantique, c'est 4 transatlantiques à la queue leu-leu sans s'arrêter. Une transatlantique, au bout de 10 jours, tu arrives à peu près, tu vois, 10-12 jours, tu arrives. C'est bon, tu as fait le tour, quoi. Tu vois, tu es content et puis tu es un peu azimuté. Et là, tu passes l'équateur, tu dis, ça y est, j'ai passé l'équateur. Tu regardes l'Afrique du Sud, tu dis, putain, j'ai pas fait la moitié, quoi. Surtout que là, quand tu descends l'Atlantique, tu longes pas l'Afrique, tu longes le Brésil, parce que tu fais ce qu'on appelle la Vuelta, à cause de l'anticyclone de Sainte-Hélène, qui tourne dans un certain sens, et donc tu fais le tour, tu descends jusqu'à l'Argentine, et ensuite tu mets le clignotant à gauche. Et donc là, tu vas avoir 15 jours avec exactement le même vent, le bateau est à 25 degrés incliné, et toi tu vis comme un dahu sur le bateau, toujours incliné comme ça, et c'est... Parce que le vent est toujours le même. Le vent est toujours le même, et toi tu avances, mais c'est hyper long. Et là, dès que tu passes l'Atlantique Sud, je veux dire l'équateur, tu rentres sur une planète déserte. Et ça, c'est le plus ahurissant, parce que là, tout s'arrête. Il n'y a plus de vent. Il y a plus d'avions dans le ciel. Dans l'Atlantique Nord, tu vois des avions dans le ciel. La nuit, tu vois des petits points passés, des satellites, etc. Atlantique Sud, plus rien. Il n'y a plus d'avions dans le ciel, parce que les avions qui vont entre l'Afrique et l'Amérique latine, autant dire qu'il n'y a pas beaucoup. Puis d'Europe vers l'Amérique latine, il n'y en a pas beaucoup non plus, très honnêtement. Donc tu ne les vois pas. Il n'y a pas un cargo. Les concurrents, ça fait déjà belle lurette, qui sont tellement disséminés à travers l'océan que tu ne les vois plus, tu ne les entends plus. Et là, tu es là, tu es en train de te dire là, ça va durer. Tu es un peu au 20e kilomètre du marathon.
Donc, tu as un petit coup de down où tu dis, ouf, là, c'est là bon, tu as un coup de là, c'est down. peut-être trop long. Et là, c'est là que c'est important. L'équipe est importante parce que tu dis, heureusement, il y a les autres. Donc, on avait des espèces de séances de psychothérapie de groupe tous les dimanches. Je rassemblais tout l'équipage pour faire une espèce de soupape de sécurité en disant, OK, comment ça se passe pour chacun? Qu'est-ce qui se passe? Et là, régulièrement, tu en as un ou deux ou trois qui se mettent et puis qui expliquent qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Souvent, tu as des larmes parce que tu as énormément d'émotions. Ouais. T'as les petites vindictes, ouais, mais je supporte pas, c'est pas possible. Hier soir encore, j'ai retrouvé la tasse à café qui était dégueulasse au fond. Parce qu'en fait, le quotidien te pourrit. C'est une vie de couple, quasiment, où tu oublies pourquoi tu es là et tu regardes en fait les petites choses concrètes. Ouais. Donc, la cuvette des chiottes qui est pas propre, la tasse à café qui est pas rangée, le pot de Nutella qui a été ouvert alors qu'il n'aurait pas dû être ouvert. Et régulièrement, tu es obligé de te reprendre un petit peu, de te ressaisir. Non, mais attends... On va pas se rappeler quand on fait un tour du monde que la tasse à café était sale. Je veux dire, faut remettre dans le contexte. On est dans une fucking capsule mais c'est spatiale. comme une expérience sociale, donc forcément, Exactement. ces trucs réapparaissent. Donc après, quand tu progresses dans l'Atlantique Sud, tu vas du coup moins vite, c'est-à-dire que tu vois le cap à... Non, tu vas... en fait, ce que tu fais, c'est très long parce que tu contournes l'anticyclone des Açores et quand tu contournes les anticyclones des Açores, tu sais qu'à un moment, c'est comme un grand rond et tu sais qu'à un moment, il va falloir mettre le clignotant à gauche. Ouais. Il ne faut pas le mettre trop tôt, parce que si tu mets le trop tôt, tu piques au milieu de l'anticyclone des Açores, et là, tu es empétolé, on appelle ça en bateau, c'est-à-dire que tu peux avoir du calme, et tu peux avoir 15 jours, 3 semaines, 4 semaines de calme, et tu es à l'arrêt complet. Parce qu'il n'y a pas un pet de vent. Parce qu'il n'y a pas un pet de vent. Dans le centre d'un anticyclone, il n'y a pas de vent, par définition. Ou alors, tu descends très au sud, tu vas avoir beaucoup de vent, mais tu fais beaucoup de route en plus. Ouais. Donc, il faut réussir à couper le fromage, mais pas trop. Donc ça, c'est long parce que les jours sont là et tu as envie d'y aller, il faut attendre, et envie d'y aller, il faut encore attendre. Et comment tu te décides pour y aller? Tu décides en regardant le vent, en regardant aussi... Là, tu as la chance d'avoir des bateaux qui vont plus vite que toi. Ouais. Donc tu sais à peu près où sont les bateaux devant. Donc tu vois, le mec qui a tourné un peu trop tôt, il est à l'arrêt. Donc tu dis, il faut surtout pas y aller. Ouais. Celui qui est continué, et tu y vas. Donc c'est ça qui est long, c'est l'attente. Tu vois, l'attente. Et puis une fois que tu as mis le clignotant à gauche, tu dis, c'est bon, c'est la dernière ligne droite. Et puis à un moment, de nuit, en général, ça se passe. Tu vois la côte de nuit. D'abord, tu commences à sentir. Ouais. Environ 48 heures avant, tu commences à sentir la terre, parce que ce n'est pas du tout les mêmes sensations. Tu commences à avoir des odeurs de terre, de feu, de bois, de nature. Mais très loin, 48 heures de la terre, tu commences à sentir, tu sens qu'il se passe quelque chose. Tu commences à voir en particulier des oiseaux aussi, que tu n'as pas en mer, parce que les oiseaux de mer, c'est un peu différent. Et puis là, à un moment, tu as un cri sur le bateau parce qu'il y a quelqu'un qui voit une lumière au loin. Ouais. Et là, tu as la magie de Cape Town qui commence à apparaître. Et puis pendant 24 heures, tu vas t'approcher. Et puis tu vas voir la terre approcher, etc. Et alors là, première étape, une partie des gens s'en vont, une partie arrive. Première étape, hyper content d'arriver. Petit problème malgré tout, c'est que l'organisateur, quand il fait une course comme ça, lui, il ne fixe pas la date d'arrivée. Il ne sait pas quand est-ce qu'on va arriver. Par contre, il fixe la date de départ de l'étape. Ouais. Et nous, on avait 3 jours. Pour repartir. OK. Donc, le départ est dans 3 jours. Donc, autant dire que quand tu viens de te faire 45 jours de mer, un peu musclé, que le bateau, il est un peu en vrac, qu'il faut refaire l'avitaillement pour 12 personnes. L'avitaillement, c'est tout ce qui est bouffe et boisson. Il y a à peu près 1 tonne de bouffe à acheter. C'est 3 camionnettes de bouffe. Il faut louer des voitures. C'est 17 caddies à la queue leu-leu avec la bouffe à l'intérieur, etc. C'est 1 tonne. C'est 1 tonne de bouffe. Tu as 12 personnes qui bouffent, et puis qui bouffent vraiment. Qui bouffent, tu dépenses. 1 tonne. Donc, peut-être pas 800 kilos, mais bon, ça donne une idée. On imagine. Donc, ça veut dire qu'en fait, Cape Town, j'ai pas vu grand-chose. Parce que, en fait, tu es au taquet. Moi, je coordonnais, mon rôle de capitaine, donc je coordonnais entre les réparations techniques parce que tu as un problème de moteur, un problème de voile, un problème d'aluminium, d'électricité, etc. Donc tu coordonnes tout ça. Les équipes d'avitaillement, et puis les nouveaux qui arrivent, les anciens qui s'en vont, 2-3 événements sociaux, la presse, etc. Et puis, paf, tu repars. Ouais. Et là, tu repars jusque... Et là, tu repars direction la Nouvelle-Zélande et tu repars, pas ça l'expression, mais le cul serré, parce que là, tu rentres dans le dur. Ouais, là, c'est les mers du Sud. Là, tu arrives à ce que tu voulais vivre, parce que, l'Atlantique Sud sans doute, mais là, tu es les mers du Sud. Donc, les gens qui font la Vendée Globe, qui est la course la plus médiatique, les coureurs du Vendée Globe te disent, ils font leur préparation sur la descente jusqu'à Cape Town. Ils finissent leur préparation. Personne n'est prêt sur la ligne de départ, donc ils finissent leur préparation, ils affinent le bateau. Et là, à partir de Cape Town, ça rigole plus. Là, on commence à rentrer dans le dur.
Donc d'abord, tu es dans des latitudes, tu es dans les entre 40 et 55 sud, donc c'est très très sud. L'eau descend à 4 degrés de température, tellement tu es sud. Et puis, tu commences à découvrir l'océan Indien, et ton chemin, ça va être de descendre le plus au sud possible, parce que plus tu es près du pôle sud, moins tu as de route à faire, plus tu as de vent. Mais bon, plus tu as de vent, tu n'as pas envie d'aller au casse-pipe non plus. Donc c'est pareil, il faut réussir à mesurer, il faut trouver le sweet spot. Et là, tu vas descendre, tu vas te faire tout l'océan Indien, donc les Kerguelen. Alors là, en plus, les Kerguelen, tu vois sur la carte, tu vois Kerguelen. Tu te dis, je suis dans un rêve, tu y es. Et puis ensuite, tu vas passer sous l'Australie, qu'on ne voit pas parce qu'on passe trop au sud, et puis on est remonté jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et là, quand tu arrives dans l'océan Indien, c'est le Graal. Ouais. C'est ce passage-là, c'est pas le passage d'après qui est vraiment le Graal, c'est vraiment le passage de Cape Town à... Ça, c'est personnel. Moi, toi, c'était ça. Moi, c'est indéniablement l'océan Indien. Si jamais je devais le refaire, sinon je doute, je referais l'océan Indien, parce que c'est une expérience unique. Ouais, parce que c'est quoi? C'est la nave, c'est le fait de se dire, je suis à cet endroit-là du monde. Parce que c'est la première fois que tu es confronté à ces mers du Sud, à l'océan Arctique. Après, quand tu fais le Pacifique, oui, mais tu as un petit peu un goût de retrouvaille, parce que tu l'as fait avant, dans l'étape d'avant. D'accord ? Alors, le Pacifique, tu as le Cap Horn, on reviendra dessus tout à l'heure, mais l'Atlantique, enfin l'Indien Sud, c'est des mers qui sont monstrueuses, c'est 12 à 14 mètres de houle à peu près. Ah ouais. Donc 12 à 14 mètres, ça veut dire un étage, un immeuble. Tu vois, c'est l'immeuble moyen de Barcelone, c'est 6-8 étages. Alors c'est une houle très très longue et qui est très prononcée parce qu'en fait la mer dans l'océan Arctique se crée et tu as aucun continent qui la retient. Okay. Donc elle fait le tour de la planète. Dans l'hémisphère nord, la mer se crée et elle se brise sur les côtes, mais pas dans l'hémisphère sud. D'accord. Elle passe sous l'Afrique, elle passe difficilement, mais elle passe aussi sous le Cap Horn, et après il y a rien. Donc l'océan Indien, il reçoit tout le Pacifique, et donc tu as des vagues qui sont monstrueuses. Et là, tu te rends compte qu'il y a un système météo qui est le continent arctique, qui lui envoie des boules de flipper. Tous les 4 jours, il t'envoie une dépression. Okay. Et tu rentres dans un système où, tous les 4 jours, tu as une dépression qui t'arrive sur la gueule. Alors, et là, c'est de la flotte, la dépression en Europe, à chaque fois, quand tu regardes la nana qui fait la météo, tu dis une dépression arrive, etc. Il va y avoir beaucoup de vent, etc. Sauf que là, c'est tous les 4 jours et elle te vient direct de l'océan Arctique. Et tu sais qu'à chaque dépression, le vent va virer de 90 degrés, le vent va tourner, le vent va forcir, tu vas te prendre 24 heures de flotte, et puis il va ramollir, etc. Mais quand il forcit vraiment. Donc, alors, l'avantage, c'est que tu es sur des mers sauvages et des très grosses vagues, donc tu n'as rien qui te bloque. Mais tu tapes pendant tout le sud de l'Australie, on n'a jamais été en dessous de 45 nœuds. Ah ouais. 45 nœuds, tu n'as jamais 45 nœuds à Barcelone. Non. 45 nœuds, il faut savoir qu'une régate, normalement, à partir de 20 nœuds, 25 nœuds, une régate est annulée. D'accord. 45 nœuds, ça commence à être très fort. Et au-delà de 50 nœuds, on tape dans quasiment l'ouragan, quoi. Mais alors, du coup, comment est-ce que vous organisez ? C'est plus la même course, quoi. Alors là, c'est un petit peu... alors, au début, d'abord, les you-you, tu as très peur, parce que t'es pas à l'aise, tu connais pas en plus ce genre de vent, tu sais pas comment le bateau va réagir, même si on s'est entraîné en janvier, mais on n'a jamais rencontré ça en janvier. On a trouvé à Gibraltar, on a trouvé 45 nœuds éventuellement, mais on n'est jamais monté à 50, 60 nœuds. Ouais. Donc, tu sais pas ce qui se passe. L'avantage, c'est que c'est comme tout. Une fois que tu t'es pris une baffe, déjà la deuxième, tu comprends un peu mieux comment ça se passe. Donc, tu te prépares. Il y a moins de voiles. Et puis, tu rentres au début en mode guerre. Et puis après, tu t'y habitues. En fait, tu t'habitues à tout. Tu as très peu de voiles sur le bateau. La nuit, quand on te réveille, particulièrement quand on te réveille à 4 h du matin, que tu es au fond de ta couchette et on dit « Allez, c'est à toi d'y aller ». Alors d'abord, il va falloir une demi-heure pour t'habiller parce qu'il fait super froid. Donc, tu as des moufles. Tu vois, c'est... T'as des moufles en édredon pour te protéger, t'as le harnais, t'es attaché, tu sors du bateau, tu t'attaches, t'ouvres la porte de la cabine et là, tout d'un coup, c'est la guerre totale, quoi. Là, c'est la guerre totale. T'es à l'intérieur du bateau, c'est à peu près tranquille, ça bouge, c'est silencieux, tu ouvres la porte, c'est la même sensation que quand tu fais du parachutisme. T'es dans un avion, t'ouvres la porte et tu dis « Oh putain, il se passe quelque chose ». Et là, ça, toutes les 4 heures. Tu t'accroches et tu sors à 4 pattes. Tu te prends une vague dans la gueule et difficilement, tu vas prendre ta place. Et là, tu sais que tu en as pour 4 heures à t'en prendre plein la gueule. Mais tu le fais parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu le fais parce que tu as décidé d'y venir.
Ouais. Et puis, de toute façon, il n'y a personne qui va te remplacer. Et en fait, de façon assez paradoxale, tu es aussi venu un peu pour ça. Ouais. Tu es venu pour... C'est dangereux. Ouais, bien sûr que c'est dangereux. C'est dur. Évidemment, c'est dur. Mais quand tu montes en haut d'une montagne, même l'été, la satisfaction que tu as quand tu arrives en haut d'une montagne, c'est justement parce que ça a été dur, parce que tu as souffert, que tu as réussi à aller chercher ta récompense. C'est ce qui est complètement paradoxal, en fait. Tu peux te faire une dépose en hélicoptère en haut d'un sommet, ouais, mais tu ne vas pas en avoir la même satisfaction que si il t'a fallu 2 jours pour monter en haut. C'est un peu la même chose. Et là, il y a des moments magiques où tout s'assemble. Tu es là, c'est au petit matin. Moi, j'ai un moment au petit matin, il y a quasiment personne sur le pont parce que les autres sont en bas en train de se réchauffer ou prendre un café. Et puis là, tu as une énorme vague, le bateau remonte sur la vague. Tu vas vers l'est, donc le soleil sort à l'horizon. Et puis le soleil passe à travers la vague, ça fait une lumière verte partout. Tu as un immense albatros qui fait 2,50 m ou 3 mètres d'envergure qui surgit derrière la voile et le bateau surfe sur la vague. Et là, là, c'est magique. Là, c'est magique. Ça, là, c'est le moment qui t'a le plus... Enfin, j'imagine qu'il y en a plein, mais c'est un moment où tout s'est arrêté, quoi. Ouais, exactement. Ou est-ce que tout prend un peu son sens? Tu dis, en fait, j'ai fait 3 ans de boulot pour ce moment-là, quelque part. Oui, je pense que tu en profites d'autant plus parce que tu prends conscience du coût que ça représente, du coût, pas du coût financier, quoique. Non, mais du coût de l'effort, de l'investissement, des sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices pour faire tout ça. Et là, tout d'un coup, tu as un truc qui, en plus, est amplifié parce que peu de personnes peuvent toucher ça. Ouais. Et moi, c'est un truc qui m'anime. Extraordinaire. Tu sors de l'ordinaire, tu vis un truc, tu vois quelque chose, et ce sentiment d'unicité, il amplifie tout, quoi. Ouais. Donc là, tu en sors une très grande satisfaction. Et ça, cette navigation aussi difficile, même si tu t'y habitues, c'est quoi? C'est 45 jours aussi, cette partie-là? Là, c'est 45 jours, dont 35 jours à te faire bastonner. Vraiment. Vraiment. Donc, tu es content d'en sortir quand même. Donc là, quand tu arrives après l'Australie, que tu commences à remonter après la Tasmanie, là, tu remontes là dans la mer de Tasmanie, tout d'un coup, tu montes, et en 4 jours, tu commences à avoir moins de vent, du soleil, et là c'est le paradis. Tu te dis, ça y est, c'est fini. Tu arrives en Nouvelle-Zélande, et là, gros coup de chance en Nouvelle-Zélande, parce qu'on est arrivé, je crois, le 22 décembre en Nouvelle-Zélande, et là, le départ était prévu le 5 ou le 6 janvier. Donc là, on avait carrément 15 jours. Alors, un peu triste, parce que si tu es un family man comme moi, passer Noël et les fêtes de fin d'année sans la famille, ils ne sont pas venus te rejoindre, pas en Nouvelle-Zélande. Ouais. Après, j'avais la chance j'avais mon fils, un de mes fils qui avait fait la première étape avec moi, et un autre fils qui a fait la 3e étape. Donc lui, il venait en Nouvelle-Zélande. Et en fait, les deux, le premier m'a fait la surprise de venir en Nouvelle-Zélande. Donc on était tous les 3 entre mecs. Mais bon, ma femme n'était pas là, ma fille n'était pas là. Ouais. Alors on s'est appelé au téléphone, mais c'est pas pareil. Ouais. Donc là, c'est sympa parce que Nouvelle-Zélande, étape top. En plus, tu as vraiment le temps de te reposer. En plus, tu n'as plus l'angoisse d'aller dans les mers du Sud parce que, mine de rien, tu viens de te faire quand même 40 jours au sud de l'Australie. Oui, et le bateau a tenu. Donc là, tout d'un coup, tu prends confiance. Ouais. Et puis, alors, je te passe aussi les aurores australes. Un truc en pleine nuit, à un moment, tu vois les grandes lumières vertes dans le ciel, etc. C'est un truc magique. Ouais. Hein. Magique. Ouais. Et là, tu as 15 jours, donc, où tu as plus de temps pour tes 800 kilos de bouffe. Tu as plus de temps pour te reposer. Et tu repars le 5 janvier. Voilà, là, tu repars le 5 ou le 6 janvier. 6 janvier, je crois. Et là, tu pars en me disant, on va quand même attaquer le plus grand océan du monde. On va aller vers le point Nemo, qui est le point le plus reculé au monde. La seule chose, les seuls humains les plus proches de toi quand tu es au point Nemo, c'est la station spatiale. Ouais, avec qui tu peux communiquer d'ailleurs par VHF, parce qu'ils sont pas si loin que ça. Mais le point Nemo, c'est 15 jours minimum si quelqu'un doit venir te chercher. Donc là, tu as quand même un petit serment à la gorge, parce que tu as ce sentiment, en fait, quand tu pars de Nouvelle-Zélande, que chaque jour, tu t'éloignes. Tu t'éloignes. Et en fait, tu as un petit peu les poètes. Ouais. Et puis, une fois que tu arrives au point Nemo, tu as un passage psychologique qui est important, parce que tu dis, à partir de maintenant, je vais me rapprocher. Ouais. Même s'il faut encore 20 jours pour me rapprocher. Parce que de l'autre côté, il y a la côte du Chili, mais tu sais que tu as le sentiment de te rapprocher. Donc là, Pacifique Sud, beaucoup d'air, passage du Cap Horn assez épique, quasiment 70 nœuds de vent. Donc là, 70 nœuds de vent, là, tu casses tout. Hein,
tu peux plus manœuvrer le bateau, ça devient vraiment compliqué. Alors comment vous avez fait? Donc, tu peux plus manœuvrer le bateau. C'est-à-dire que ça devient compliqué. Nous, on a eu un passage du Cap Horn un peu compliqué parce qu'il fallait empanner, donc virer avec le vent en arrière. Et là, tu es avec 3 ris dans la grand voile, donc tu as juste un petit bout de chiffon de rien du tout. Mais il a fallu s'y reprendre à 4 fois pour réussir à faire la manœuvre parce que les vagues t'embarquent. Et puis les manœuvres sont hyper compliquées. Tout le monde est archi attaché au bateau et quasiment à plat ventre sur le bateau parce que tu sais que là, de toute façon, n'importe quand, mais là en particulier, si quelqu'un tombe à l'eau, c'est fini. Il n'y a aucune chance de récupérer la personne. C'est même pas pensable. Parce que la mer est déchaînée. La mer est déchaînée, le vent est brutal, la mer est à 4 degrés ou à 3 degrés. Donc et puis tu peux pas voir. Il y a des embruns dans tous les sens, il y a une espèce de brume. L'eau, en fait, quand il y a énormément de vent, l'eau, moi j'appelle ça la vaporisation. C'est-à-dire que l'eau, si jamais le vent soulève un peu une vague, la crête de la vague se vaporise. L'eau devient de la vapeur, en fait. Donc tu as une espèce de vapeur d'eau rugissante à la surface de la mer. Donc là-dessus, tu mets combien de temps pour passer le Cap Horn? Le Cap Horn en lui-même, ça se passe assez rapidement. En une demi-journée, tu passes le Cap Horn. C'est très emblématique parce que c'est vraiment le truc. Alors, c'est toutes les lectures que tu as depuis que tu es gamin, etc. Donc, séance photo. On a oublié la course pendant une demi-journée. On s'est rapproché du phare du Cap Horn. On a pu parler. En plus, on était un bateau espagnol, le seul bateau espagnol de la course. Donc, le mec au phare, il voit pas non plus souvent passer des bateaux. Au Cap Horn, il ne faut pas croire. Le bateau, il passe par le détroit de Panama. Donc le mec était trop content. Il nous a fait des photos depuis le phare qu'on a gardé, des vidéos. Il a envoyé des messages à terre. Donc ça, c'était super cool. On s'est fait des photos tous avec notre petite affiche Cap Horn, etc. Et puis, hop, on remonte. L'infameux détroit de Lemaire, qui est un endroit assez mal famé, là. Tu remontes le long de l'Amérique latine. Et là, on était en fait hyper bien placé parce qu'on était 3e en temps réel sur la course. Donc, on avait vraiment fait une superbe étape. Et là, à 3h du matin, à un moment, un gros claque et on pète l'été. L'été, c'est le câble qui retient le mât entre l'avant du bateau et le mât. D'accord. Et là, il y a une ferrure de 2 cm de diamètre, donc un énorme morceau d'inox qui était neuf, qui a pété net. Coup de chance ou dextérité, je ne sais pas. La manœuvre a été faite suffisamment rapidement pour que le mât ne tombe pas, parce que mine de rien, on était quand même en pleine mer de Patagonie. Et dans la mer de Patagonie, t'es quand même on a l'impression d'arriver, nous, parce qu'on vient de tellement loin. Mais quand même, t'es loin. Mais t'es à 1500 km de tout. Ah oui. Donc là, gros coup de flip, grosse réparation, un moment assez unique de tout l'équipage, parce que là, en 3 minutes, tout le monde est dehors. Et là, il est 3h du matin ou 4h du matin. L'été s'est cassé, donc il valdingue dans tous les sens. Il déchiquette, parce que tu as un morceau d'acier coupant comme un cutter. Il déchiquette tout ce qui passe, tout ce qu'il trouve au passage. Les voiles, les blessures éventuellement. Donc, on essaie de se protéger. Et là, tu en as 3-4 qui essayent, à l'avant, qui essayent, disent attends, c'est bien, mais on va perdre le mât. Donc, il y en a 3-4 qui essayent de protéger le mât pour pas que le mât tombe. 3-4 qui essayent de contrôler le tueur volant et tout ça. 3-4 qui essayent de récupérer ce qu'on peut des voiles complètement déchiquetées. Et puis 3-4 qui essayent de maintenir le bateau à peu près sur cap et savoir où on est. Parce qu'on n'a pas de GPS. Donc si jamais tu pars 3 heures ou 4 heures en vrille totale, tu te réveilles après, tu dis mais on est où là? Donc là, superbe expérience. Et puis en fait, au bout de 2-3 heures de manœuvre, tout est prêt. Vous avez réparé la pièce? Alors, on a réparé, on a bricolé, MacGyver, on a pris de la chaîne d'encre, on a ravigoté l'un avec l'autre, on a mis des drisses de remplacement, etc. Là, il y a un mec qui sort du bateau qui te dit « Les gars, le pain est prêt », parce que tu avais un mec qui était en cuisine en train de préparer le pain et tout ça. Donc là, tu te dis « C'est quand même magique, malgré tout, d'avoir ça ». Et là, c'était un peu compliqué parce qu'on avait à peu près 1500 mètres à faire, mais il nous reste très peu de voiles parce que les voiles ont été déchiquetées. Donc, on était avec des voiles minuscules, on était avec 20% de la voile. Et là, tout doucement, on a remonté les derniers 1500 km. Vous n'avez pas pu les recoudre? En fait, l'option, tu peux recoudre, mais le problème, c'était que recoudre, c'était faire un truc à l'arrache. Et il reste encore, après, 10 000 km pour remonter jusqu'en Angleterre. Donc, ce que tu fais à l'arrache, tu vas le payer ensuite à l'escale. Donc, là, mon objectif, c'était de dire, on va essayer d'arriver avant le temps maximum d'arrivée pour être toujours qualifié. Voilà, notre objectif, c'est d'être qualifié, même si on arrive dernier. Mais au moins, on arrive. Et puis, à la dernière étape, on se refera une santé. Donc, on fait ça. Là, c'est un peu compliqué parce que il faut gérer la frustration. Tu es dans les premiers. Et puis, tu as tous les 3 jours, tu as un mec qui te passe, quoi.
parce que les autres, ils avancent. Et là, comme par hasard, tu es en train de remonter vers l'Uruguay, il y a beaucoup moins de vent, et toi, tu te traînes lamentablement, et tu prends sur toi. Et là, personne se plaint. Ouais. Sur l'équipage, personne se plaint. Tout le monde est là, on dit, c'est la vie, c'est comme ça, on l'a choisi, et tout ça. Arrivé à Punta del Este, fin février, donc. Escale à Punta del Este pendant 10 jours. Là, c'était sympa, parce que ma femme et ma fille sont venues, ça faisait quasiment 1 an que je ne les avais pas vues, donc ça, c'était cool. Et ensuite, dernière étape, Punta del Este vers l'Angleterre. La veille du départ, ça c'est le genre de choses qui peut s'arriver. La veille du départ, le mec à bord qui était chargé plus de tout ce qui est machinerie fait un test de générateur parce qu'on avait eu un problème sur l'étape d'avant, le générateur refroidissait pas, donc on avait réparé les trucs et il m'envoie un message sur mon WhatsApp puisqu'on était à l'arrêt, on avait le téléphone, et il me dit JC, il y a eu un feu d'artifice dans le bateau. Donc j'arrive et effectivement, le générateur mort. Toute l'électronique, toute la plaque électrique. Donc panique à bord, la veille du départ, bien sûr, un samedi soir, personne n'est là. Alors en Uruguay, c'est vrai que les mecs sont assez informels, donc on arrive à trouver un électricien, etc. Et les mecs nous disent, au bout de 24 heures, ils disent non, les gars, on ne peut rien faire, pas de générateur. Alors on va se dire, un générateur, on s'en fiche. On s'en fiche pas complètement parce que le générateur fait du 220 volts et le 220 volts, on en a besoin pour faire de l'eau. Ouais. Ah oui. Et 12 mecs à bord, c'est 50 litres d'eau. Il faut 50 litres d'eau par jour, sinon tu tiens pas 3 jours, quoi. Ouais. Donc là, gros problème parce que on n'a plus de quoi faire de l'eau à bord. Donc équipage au 36e dessous, on dit on va être obligé d'annuler, etc., etc. Et là, moi je suis un peu pragmatique, je dis si on peut pas faire d'eau, on va en emmener. Donc on trouve par un équipier quelqu'un qui fait des réservoirs, qui fait des livraisons d'eau, et on a embarqué, je sais plus, 3000 litres d'eau, je crois. Ah ouais. Donc le bateau était chargé jusqu'à la gueule, on pouvait plus aller sur les couchettes tellement il y avait d'eau partout. Et puis on est parti comme ça, et puis je me suis dit, mais même avec ces litres d'eau, ça va être un peu limite, on va être à 1,5 litre d'eau par personne, pendant 45 jours, c'est pas beaucoup quand même, 1,5 litre d'eau par jour. Donc il y avait un espèce de Leroy Merlin ouvert, et j'ai acheté un générateur de jardin, c'est le petit générateur que tu démarres, et on est parti avec, on n'a pas pu tester avant le départ, c'est vraiment à l'arrache, on n'a pas pu tester avant le départ si ça marchait, si ça allait, on y va. Et puis 3-4 jours après le départ, il y a eu un moment de calme. On a essayé de démarrer le générateur, de brancher le générateur, et là, on a réussi à faire marcher le désalinisateur avec le générateur de jardin. Avec le générateur de jardin, donc ça nous a permis de fabriquer un peu plus d'eau et d'être un peu plus confortable. Et d'alléger le bateau parce qu'on n'a pas besoin d'avoir autant d'eau à bord. Ouais, donc vous avez dû vider de l'eau parce que ça fait beaucoup de poids. Ouais, c'est énorme. Alors le bateau, il est plus dans ses lignes, etc. Donc on a allégé le bateau, on est parti, et puis on est remonté. Et là, je peux t'assurer que j'ai pris une belle leçon de géographie. Parce que première semaine, je regarde la carte, tiens, on est au large du Brésil, ok. Deuxième semaine, je regarde la carte, on est au large du Brésil. Troisième semaine, on est où ? On est encore au large du Brésil. Putain, mais c'est hyper grand. C'est hyper grand. C'est hyper grand, surtout quand tu as le vent contre toi et qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Ouais. Donc voilà, on remonte le Brésil. Et là, tout d'un coup, tu passes l'équateur. Ouais. Et puis, tu es à la maison, quoi. Ouais. Là, tu reviens. Tu es à la maison, tu dis, tiens, devant, on va aller vers un truc qui s'appelle les Açores. À droite, il y a le Cap-Vert, Madère, les Canaries. Tiens, on est en train de passer Gibraltar. Ça y est, là, tu es arrivé. Et là, tu rentres en Angleterre. Alors là, tu arrives en Angleterre, tu as un moment encore magique parce que tu arrives après un moment, pareil, sur un carte, si tu te lèves, je regarde la carte, mer d'Irlande. Et la mer d'Irlande, c'est pareil. Moi, je suis un Méditerranéen, je suis de l'Atlantique, mais la mer d'Irlande, les îles Scilly, tu vois. Tu vois c'est la légende, effectivement, de c'est un truc de furieux, quoi. Donc là, la top. En plus, il y avait Marie sur Pendwick qui était pas très très loin devant. Donc tu vois, c'est tout ça qui arrive. Et puis on s'engouffre. L'arrivée était à Cowes, donc endroit mythique de la voile. Et là, on rentre dans le détroit de l'île de Wight, et les mêmes falaises blanches que j'avais vues 8 mois avant à ma gauche apparaissent à ma droite. Et là, je me suis effondré parce que c'est là que j'ai réalisé ce que j'avais fait. Et là, je me dis putain. Parce qu'en fait, tu es tellement dans le présent, dans la projection à 2 jours, 3 jours, que tu ne prends jamais conscience de ce que tu es en train de faire. Et là, tout d'un coup, tu dis, putain, j'ai fait le tour du monde. En bateau. En bateau, en course, au soleil.
Voilà. Et du coup, vous êtes arrivé... Attends, vous étiez qualifié ou du coup... Alors, on était qualifiés. Alors, les classements... Bon, en fait, nous, l'objectif, le premier objectif, c'était de prendre le départ. Ouais. Deuxième objectif, c'était d'arriver sur l'arrivée. Donc, déjà, c'était beaucoup. Troisième objectif, c'était d'arriver tous ensemble. On s'était dit, on ne veut pas perdre quelqu'un pour une question de sécurité ou pour une question psychologique. Parce qu'il y a quand même la grande majorité des bateaux, 70% des bateaux ont été amenés à virer des équipiers ou des équipiers ont démissionné en disant « Attends, ça suffit, moi, j'en peux plus. Ouais. » Nous, on a eu la chance d'avoir un équipage assez solidaire, donc ça s'est plutôt bien passé. Et dans notre catégorie, on est arrivé troisième. Donc, c'est raisonnable. C'est bien. Mais c'était, malgré l'avarie que vous avez eue. Voilà, en plus, ouais. Mais alors, nous, on a eu une avarie, mais tout le monde a eu des avaries. Oui, bien sûr. Tout le monde a oui, bien Marie sûr. a perdu un équipier qu'elle a réussi à récupérer. Marie Tabarly sur Penduic, il y a un mec qui est tombé à l'eau au départ de Punta del Este. Ah ouais. Lionel, sur l'esprit d'équipe, a pas eu comment dire, de potabilisateur, de désalinisateur. Les Américains ont récupéré un mec sur une paterrasse, ils ont obligé de l'amener à bord et ensuite se débarquer. Chacun a eu ses petites aventures, donc on a tous des moments contre-productifs. Incroyable. Et alors, qu'est-ce que ça... Et depuis Alors ça, c'est une question qu'on me fait beaucoup. J'avais trouvé une réponse qui marchait hyper bien, parce qu'on me disait « Alors, JC, alors maintenant ?» Et moi, j'avais dit « je me donne un an. » Je suis arrivé le 26 mai 24. Et je m'étais dit, je me donne un an voilà, pour réfléchir, mais je veux rien décider parce que je pense que c'est une mauvaise idée de faire des choses à chaud. Ouais. Attendons. Et le problème, c'est que le 26 mai 25, on m'a dit, et maintenant Ouais. Et je ne sais toujours pas. Ah, donc là, c'est un peu compliqué. Il y a un certain nombre de choses que j'ai décidées qui s'appliquent. J'ai pas de projet en particulier. J'ai quand même la boîte, quand même, mine de rien, qui tourne toujours. Donc, il faut quand même la faire tourner, la boutique. Je suis pas tout seul, heureusement, mais enfin, il faut quand même la faire tourner. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai pris des grandes décisions de vie. J'ai tout coupé sur mon téléphone. Okay. J'ai coupé tous les réseaux sociaux. J'ai coupé tous les pushs, toutes les notifications. Je me suis mis un limitateur de temps. Je m'interdis à utiliser mon téléphone plus d'1 heure et demie par jour. Parce que je suis incapable. Ouais. Je me laisse mon téléphone, je pense qu'on est tous à 3 ou 4 heures par jour oui, ou plus. Oui. Mais j'en suis incapable de m'arrêter. Donc j'ai mis un limitateur de ça et j'essaye, et c'est pas facile, mais j'essaye de... Enfin, j'ai une philosophie de vie de profiter. Je profite, je regarde le beau. Ça m'a changé dans ce sens-là. Je regarde les choses et je prends le temps. Donc, ça aide dans le business, mais ça aide surtout dans la vie personnelle. En fait, c'est à ça que ça sert, parce que tu n'as pas besoin en fait, tu n'as presque plus besoin d'un projet. Parce que ça y est, quoi. Ouais. Non, mais ça t'a apporté, ça a concrétisé un truc. Tu te vois que tu repars... Enfin, en gros, tu l'as fait, quoi. Tu l'as fait, puis ça a apporté ses fruits. Ouais, t'as raison. Mais en même temps, c'est hyper déprimant, parce que tu te dis après, et maintenant, je fais quoi ? En tout cas... Quel que soit ce que tu feras, tu sais que tu peux le faire. Ouais. Bon. Écoute, on verra à suivre. Merci infiniment. Voilà. C'était super intéressant. Et puis, il y a un livre. Super. Alors, le livre, c'est une édition, auto-édition. Donc, il n'est pas à vendre ou quoi que ce soit. Je te l'ai apporté. Ouais, parce que, mais ça, c'est génial. Et tout ça. Moi, j'ai fait... c'était une façon de faire mon deuil un peu... pas mon deuil, mais mon arrivée. Mon tampon. Je me suis dit, j'ai pris le temps. Je me suis dit, voilà. Et puis, j'ai fait un bouquin que j'ai ensuite donné à chaque membre de l'équipage. Parce que c'est pas négligeable quand même, tu as un groupe qui s'est créé, quelque chose qui s'est créé. Et puis aux gens qui nous ont suivis, il y a quand même du monde, des amis proches, de la famille, etc., etc. Et puis les gens que je rencontre un peu comme toi. Voilà. Génial. Merci JC. Purgé. À bientôt. Ciao. Ciao.